Face à une menace d'attaque aérienne massive en Ukraine, les États-Unis, l'Espagne et l'Italie ont fermé mercredi leurs ambassades à Kiev. Des centaines de personnes ont manifesté à Berlin contre la guerre en Ukraine, un rassemblement organisé par des militants et opposants russes comme Yulia Navalnaya. Pour protester contre l'accord commercial entre l'UE et le Mercosur, des agriculteurs ont bloqué la circulation pendant près de 24 heures sur l'autoroute A9 près de la frontière franco-espagnole. Une exposition qui explore l'histoire des fake news et de la falsification se tient actuellement à Budapest, des concepts qui existeraient depuis l'Antiquité. L'ambassade des États-Unis à Kiev a fermé ses portes mercredi face à une menace potentielle d'attaque aérienne. Dans une déclaration publiée en ligne, les citoyens américains présents dans la capitale ukrainienne ont également été invités à se mettre à l'abri. L'Espagne et l'Italie ont suivi l'exemple des États-Unis en fermant leur ambassade à Kiev, tandis que la France appelle ses ressortissants à une vigilance accrue. Cet avertissement intervient alors que l'Ukraine a utilisé mardi pour la première fois des missiles à longue portée fournis par les États-Unis pour frapper le territoire russe. Dans le même temps, le président russe Vladimir Poutine a abaissé le seuil d'utilisation des armes nucléaires par Moscou. Depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden a considérablement renforcé l'aide américaine à l'Ukraine. Selon des informations parues mercredi, la Maison-Blanche aurait autorisé la fourniture de mines antipersonnelles à l'Ukraine. L'utilisation de ces mines est condamnée par une grande partie de la communauté internationale, en raison des dégâts collatéraux potentiels causés aux civils par ces dispositifs. L'Ukraine s'est engagée à recourir uniquement à des mines à durée limitée et à ne pas les utiliser dans des zones densément peuplées. Pour marquer le 1000e jour de la guerre en Ukraine, de nombreuses manifestations ont été organisées à travers l'Europe, comme ici à Berlin, où des centaines de personnes ont pris part à ce rassemblement. Un mouvement avec une petite particularité car organisé par des opposants et militants russes, comme Yulia Navalnaya, la veuve d'Alexei Navalny, mais également Ilya Yashin ou encore Vladimir Kara-Murza, tous les deux libérés il y a quelques mois lors d'un vaste échange de prisonniers entre Moscou et l'Occident. I'm proud of the fact that so many of our fellow Russian citizens have publicly spoken out against Putin's war of aggression in Ukraine since February 2022, many at the cost of their personal freedom. We have a record number of political prisoners today, more political prisoners in Russia today than in the whole of the Soviet Union in the mid-1980s. And the fastest growing category in the Russian political prisoner list are those Russian citizens who have publicly spoken out against Putin's war of aggression in Ukraine. And this fact makes me proud. Parmi les manifestants présents à ce rassemblement, des citoyens russes qui appellent à ne pas faire l'amalgame entre eux et le gouvernement de Vladimir Poutine. Русские и путинские – это не одно и то же, потому что пропаганда российская, кремлевская пропаганда, скажем так, пытается сделать все, чтобы отождествить весь народ с, собственно, вот этой террористической организацией, которая захватила власть в стране. Malgré la présence de citoyens russes, certains Ukrainiens estiment que leur mobilisation contre cette guerre, qui dure depuis plus de 2 ans, arrive assez tard. Их все равно больше. Если они доказывают о том, что типа это не коллективная вина, то где же тогда не коллективная? Сколько их миллион, сколько их людей, да? То есть как бы они не вышли, они в любом случае бы режим они бы свалили бы режим, но они ничего не сделали. Un sentiment amer, partagé également par un groupe de ressortissants ukrainiens qui étaient rassemblés ce jour-là devant l'ambassade de Russie à Berlin. 2 years living in Germany, this is the first time I see Russians doing a march against Putin's war, although that is their war. Россия будет свободна! Россия будет свободна! Der Antikriegsmarsch war der erste gemeinsame Schritt der russischen Gemeinschaft in Richtung eines aktiven Protests gegen den Krieg in der Ukraine. Doch viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind sich einig, dass es dabei nicht bleiben darf. Es muss noch mehr passieren. Diana Resnick aus Berlin für Euronews. Depuis sa victoire à la présidentielle le 5 novembre, Donald Trump multiplie les nominations surprenantes. Dernière en date, celle du chirurgien star des plateaux télé Mehmet Oz. En janvier prochain, il prendra la tête des programmes d'assurance maladie Medicaid et Medicare. Ce fils d'immigré turc de 64 ans qui possède son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood est devenu célèbre grâce à son émission Le Dr Oz Show.
Autre annonce, celle de la nomination de Linda McMahon, ancienne chef de WWE, la fédération américaine de catch, comme future secrétaire à l'éducation. La femme d'affaires de 76 ans occupait déjà un poste ministériel lors du premier mandat de Donald Trump. À gauche de l'écran, Howard Lutnick, 63 ans, patron d'une banque d'investissement et figure de Wall Street, sera le prochain secrétaire au commerce. Il supervisera notamment la politique de droits de douane que Donald Trump veut mettre en place à l'égard notamment de la Chine et de l'Europe. Le nom du futur secrétaire au Trésor n'a pas encore été annoncé, mais quelques noms circulent. Donald Trump entrera en fonction le 20 janvier prochain. Au Liban, une trêve entre Israël et le Hezbollah serait à portée de main. C'est du moins ce qu'estime l'émissaire américain Amos Hochstein, dépêché sur place après les discussions menées ce mardi entre les deux camps. D'après les alliés du Hezbollah au sein du gouvernement libanais, le groupe pro-iranien aurait accepté la proposition qui consiste, pour la milice chiite comme pour les forces israéliennes, à quitter la zone tampon de l'ONU dans le sud du Liban. Dans cette hypothèse, cette zone serait surveillée par plusieurs milliers de soldats de la FINUL, la force de maintien de la paix de l'ONU, mais aussi par des troupes libanaises qui viendraient en renfort. Malgré les espoirs formulés par le représentant de l'administration Biden, les modalités pratiques d'un éventuel cessez-le-feu restent en suspens. Israël compterait ménager sans doute la possibilité de mener des opérations terrestres contre le Hezbollah, une position que le Liban ne devrait pas juger acceptable alors que l'État hébreu et le mouvement chiite sont en conflit ouvert depuis fin septembre. Le blocage organisé par des agriculteurs sur une autoroute entre la France et l'Espagne a été levé mercredi à la mi-journée. Pour protester contre l'accord commercial entre l'UE et le Mercosur, une centaine de membres de la coordination rurale ont interrompu la circulation sur l'autoroute A9, près de la frontière franco-espagnole, pendant presque 24 heures. Un blocus condamné par la ministre française de l'Agriculture qui estime que les manifestants risquent de perdre le soutien populaire à l'égard de la profession. Protester contre le Mercosur, exprimer ses inquiétudes, revendiquer un certain nombre d'avancées dans différents domaines, c'est légitime. S'en prendre aux biens, s'en prendre aux personnes, bloquer durablement le pays, ça n'est pas acceptable. Les agriculteurs européens craignent une concurrence déloyale de la part des pays du Mercosur, où les producteurs ne sont pas soumis à des réglementations aussi strictes qu'en Europe, en termes de protection de l'environnement, de traçabilité ou encore de rémunération salariale. Des milliers d'agriculteurs britanniques se sont rassemblés mardi devant le Parlement pour protester contre la décision du gouvernement travailliste d'augmenter les droits de succession. Cette mesure, annoncée le mois dernier, mettrait fin à un avantage fiscal datant des années 90 qui exonère les biens agricoles de cette taxe. À partir d'avril 2026, les exploitations agricoles d'une valeur supérieure à 1 million de livres sterling seront ainsi soumises à un impôt de succession de 20%. Les agriculteurs affirment que cette mesure portera un coup fatal aux exploitations familiales qui luttent déjà contre l'impact du changement climatique, l'instabilité mondiale et les bouleversements provoqués par le Brexit. If the government ends farming, which is seemingly what it wants to do, where do we get our food from? Durant la manifestation de mardi, plusieurs agriculteurs ont menacé de suivre la voie de la France, en référence aux manifestations des agriculteurs de l'Hexagone contre l'accord commercial de l'UE avec le Mercosur. C'est sous les yeux de Donald Trump, d'Elon Musk et de nombreux invités que SpaceX a effectué le 6e essai de la fusée Starship. Le futur président américain était-il le chat noir ce mardi? En tout cas, Starship a parfaitement décollé, mais le premier étage qui devait revenir se poser sur son pas de tir l'a finalement fait dans le golfe du Mexique, après que SpaceX a renoncé à le récupérer. En octobre dernier, plutôt que de finir sa course en mer, il avait réussi cette manœuvre inédite. Quant au reste du vaisseau spatial, il a terminé sa course dans l'océan Indien, 90 minutes après le décollage. SpaceX ambitionne d'utiliser Starship, la plus grande et plus puissante fusée au monde, pour retourner sur la Lune courant 2026 et coloniser Mars. Plus de 20 ans de carrière à haut niveau et 22 tournois du Grand Chelem plus tard, le moment est venu pour la légende du tennis, Rafa Nadal, de tirer sa révérence. Après avoir été éliminé lors de la Coupe Davis mardi, l'Espagnol a fait ses adieux à ses fans à Malaga. Han sido 20 años de carrera profesional
en los que me habéis llevado en volandas siempre, ¿no? En los momentos buenos me ayudabais a ganar el siguiente punto y en los momentos malos, sin ninguna duda, pues me empujabais a seguir peleando. Des adversaires et des amis du monde entier avaient préparé une vidéo pour la star du tennis, émue aux larmes. Ils l'ont remercié pour tout et lui ont souhaité bonne chance pour sa retraite. Enjoy the moment. Take care, Rafa. Thank you very much and good luck, my friend. Une exposition itinérante consacrée à l'histoire des fake news. Bienvenue à Fake for Real, qui se tient actuellement à Budapest. Ici, les visiteurs sont invités à réfléchir sur la manière dont les fausses nouvelles sont racontées ou les faux créés et dans quel but. Une visite à travers le temps qui montre que ces pratiques ne datent pas d'hier. We start the exhibition with a practice of antiquity, which was called the condemnation of memory. It was a practice by which they tried to erase people from history. And the exhibition ends in this location in Budapest with an additional case study added by our host, the Open Society Archives, which looked at the case of Imre Nagy and how his name was purged from history until 1989. La nature interactive de l'exposition permet aux visiteurs de devenir eux-mêmes des vérificateurs de faits grâce à des écrans qui leur permettent de décider quelles informations doivent être publiées ou censurées. La collection explore également des cas historiques où la falsification a été utilisée dans un but positif. Pendant l'Holocauste, par exemple, des milliers de vies ont été sauvées grâce à de fausses cartes d'identité et de faux passeports. L'exposition Fake for Real se tient jusqu'au 16 février.